comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Je suis au théâtre des Mathurins. Et si je me trouve ici, c'est parce que je suis sur les traces de l'écrivain Albert Camus. Un jour, je suis tombée sur ce livre. Le malentendu. Cette pièce de théâtre, écrite par Albert Camus, a été jouée ici. Le malentendu, ça m'intrigue. Y aurait-il un rapport avec les sourds? C'est la question que j'ai envie de creuser. Qui était Albert Camus? Et y avait-il des sourds dans son entourage? Je suis émue et contente de vous rencontrer. J'ai envie de vous raconter comment j'ai découvert l'œuvre de votre père. Avant de la lire, le français c'était difficile pour moi, vraiment difficile. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'écrit. J'étais comme une majorité de sourds, dans le rejet de la lecture. Et par chance, j'ai eu un professeur qui nous a donné un livre à lire. Il avait été écrit par votre père et j'ai tout de suite plongé dedans. Immédiatement, des images me sont venues en tête. Et c'est ça qui m'a fait accéder au français. C'est Albert Camus qui m'a donné le courage de m'exprimer à l'écrit, mais sous une forme plus visuelle, en faisant abstraction des dictats scolaires. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais écrit « Je vois l'oiseau chanter ». Et le professeur m'avait reprise. Mais on ne voit pas un oiseau chanter, on l'entend. Ça n'est pas vrai. On voit aussi l'oiseau chanter. Je suis d'accord. J'avais jamais réfléchi à ça avant que vous m'écriviez. Pour mon père, le français, lui aussi, c'était difficile pour lui. D'abord parce que du français, chez Mémé et tonton Étienne, il n'y en avait pas beaucoup. Et qui parlait le pataouette de la rue. Il parlait le langage de la rue, qui est beaucoup plus imagé, en plus, qui est beaucoup plus... C'est en prise immédiate avec la réalité. C'est pas ça passe par là et on va décrire ceci. Non, non, c'est vécu. Et je pense que c'est pour ça que vous avez raison. Que son écriture, elle est sensuelle, elle est proche de la nature, proche de la terre et proche de ce que les hommes ressentent d'abord, avant d'être une pensée.
Alors moi, j'avais envie de te rencontrer, Jean, parce que j'ai appris que tu avais une passion pour Albert Camus. Et il se trouve que je partage cette passion. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui connaît son œuvre et qui sait signer. C'est idéal de pouvoir le faire avec toi. On va pouvoir échanger nos points de vue. D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne chez cet auteur? Camus, moi j'ai lu comme tout le monde hein, quand j'étais au lycée. Et bon, j'avais pas... Bon, voilà, j'ai des souvenirs comme ça. Puis un jour, j'ai lu Le Premier Homme. Dans la façon dont il écrit, il y avait des choses où je trouvais qu'il y avait une influence du visuel, de la surdité, voilà. Toujours dans les histoires d'Albert Camus, c'est un couple entre une mère silencieuse et un fils. Voilà, tout le temps. Voilà, c'est dans tout, dans la peste, il y a la mère silencieuse, dans Le Premier Homme, bien sûr, dans tout le temps, il y a une histoire de mère silencieuse. Hein, c'est ce rapport entre, voilà, et dont l'importance du silence. Là, j'ai découvert que Albert Camus avait vécu dans une vie quotidienne avec les sourds, sa mère et son oncle. Est-ce que tu peux m'expliquer la notion de silence chez Camus et le sens que ce mot a pour lui? Souvent on dit le silence, on en a peur, c'est négatif, c'est atroce, et c'est pas du tout la vision qu'en donne Albert Camus. Il dit un homme est plus important par ce qu'il tait que par ce qu'il dit. Voilà, donc en fait le silence fait partie de la communication. On accepte d'observer les autres, de se regarder soi-même, et on prend son temps pour ça, et c'est un véritable échange humain. Bon, et ça, c'est fondamental, quoi. Oui. Bonjour. Bonjour. Le style d'Albert Camus fait que je plonge très facilement dans ses livres, alors que d'autres auteurs restent très hermétiques pour moi. À votre avis, ça vient de quoi? De son rapport au silence? Alors effectivement, il a un lien très fort avec le silence, dans la mesure où jusqu'à l'âge de 17 ans, il va vivre dans un petit appartement du quartier Port, comme il l'appelle, à Bellecour, dans un milieu où on ne s'exprime pas. D'une part parce que la maman de Camus est quasiment sourde, muette, analphabète. Son oncle qui vit avec eux est également à peu près sourd. Il est analphabète également. Et je pense qu'il écrit comme il a appris à s'exprimer 17 ans durant, où il a vécu dans ce petit appartement. C'est-à-dire qu'il n'a pas un style descriptif qui va de la globalité au détail, mais exactement le contraire. Il part du détail pour aller à la globalité. Et c'est tout à fait lié, me semble-t-il, à la manière qu'il a eue de communiquer avec ces gens qui ne parlaient pas, qui n'avaient pas les mots, et auxquels il fallait donner d'abord le détail, puis aller du détail à l'ensemble, et pas le contraire comme font souvent tous les écrivains. Oui, là, moi j'ai découvert Camus, je ne savais pas qu'il y avait des sourds dans son entourage. Et moi, c'est en lisant ça, ça m'a surpris. Alors, par exemple, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il ne disait pas le pont enjambe la rivière. Mais lui disait la rivière qui est là, il y a la rivière, le pont qui est dessus. Et ça, mais c'est une façon typiquement d'une pensée visuelle. C'est ce que je vois tous les jours avec comment les sourds s'expriment en langue des signes. La langue des signes, c'est l'expression d'une pensée visuelle. Des gosses comme papa au lycée, non, il n'y en avait pas. Parce qu'à l'école, c'est très difficile de ne pas être comme les autres. Ou de ne pas avoir des parents comme les autres. Il a ressenti, cette différence. Après, il a été
en plus, il a eu la tuberculose à 17 ans. Ça veut dire, en Algérie, ça voulait dire pratiquement une condamnation à mort, très vite. Comment il pouvait communiquer cette espèce de malaise qu'on allait lui enlever la vie? Il pouvait pas en parler avec sa mère, qui disait juste que... Elle disait, pas bon. Comme elle disait ma grand-mère pour mon papa, elle disait, il a la tête. Comme ça. Ah non, mais il a la tête. Papa, il était très... Il parlait aussi avec son corps. Très gestuel. Oui, beaucoup. Le visage expressif? Les expressions du visage, énormément. Il était très expressif. Tout passait sur son visage. Tout. Quand il n'était pas content, quand il était content, quand il était gourmand, quand il avait envie de manger, quand... Tout passait et sur son visage et dans une forme de gestuelle, de... Tout le corps parlait. Ma grand-mère, elle s'exprimait beaucoup avec les mains. Comme ça. Il est parti où elle disait que sa petite fille, elle allait se marier avec Philippe. Et elle disait comme ça, Philippe et Paul. Ma grand-mère, quand elle me racontait une histoire, et surtout l'oncle Étienne, parce que l'oncle Étienne, il allait pêcher, il racontait comment il faisait avec le fil pour attraper, que la truite, elle s'était sauvée comme ça, que... Mais tout avec des mots... Enfin, c'était des... Presque des borborigmes, m'ont dit. C'était... Comme ça. Mais je voyais toute la partie de pêche, moi. J'avais 5 ans, j'avais 6 ans. C'était sa façon à lui de me raconter. Donc Camus a obtenu le prix Nobel de littérature, on est en 1957, et Camus revient très vite chez lui, il veut montrer à sa maman qu'il a eu le prix Nobel. Sa maman n'a rien compris, hein. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il a eu le prix Nobel, elle est descendue dans la rue, elle a demandé à des gens qu'est-ce qui se passe, et il y a quelqu'un qui lui a dit « Ah, maintenant, ton fils, il est champion du monde des écrivains. » Voilà, c'était ça le prix Nobel pour eux, dans le quartier. Mais là, il arrive donc 2 jours après. Il monte vite, il voit sa maman, il a sa sacoche, et de sa sacoche, il sort des coupures de journaux. Alors il dit, tu vois, maman, c'est le prix Nobel. J'imagine qu'il lui montre une coupure avec la reine et le roi, et que la mère dit, ça ne doit pas être une reine, elle n'a même pas de couronne, donc c'est pas possible. Et ça continue comme ça pendant 3 minutes, et au bout du compte, Camus n'a plus rien à montrer. Donc... Et il remet tout ça dans sa sacoche, et sa mère, dans une espèce de baragouin, parce qu'elle parlait très mal, lui dit « Albert, ton pantalon est froissé, il faut le repasser. » Et le prix Nobel de littérature enlève son pantalon, le dos à la fenêtre, fume une cigarette, et attend que sa maman repasse à la pâte bouille le pantalon. Et on imagine que dans ce silence, il y a un retour à l'humilité, à l'essentiel, que bien des philosophes n'ont jamais effleuré. Je cherche des photos. En voilà une. Hein? Ça? Non, Camus. Camus, non, les autres, c'est des gens de journal Combat.
Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez rencontré Albert Camus? Bon, Albert Camus, j'ai toujours envie de répondre que j'ai rencontré dans un escalier. C'était rue Réaumur, dans ce grand immeuble où il y avait 3 quotidiens, Combat, Franc-Tireur, Défense de la France, qui est devenu France Soir, et puis une flopée d'hebdomadaires. Je travaillais dans un de ces petits hebdomadaires issus de la Résistance, et je croisais Camus dans l'escalier. Puis j'ai fait quelques articles qui lui ont plu, et il m'a demandé de venir à Combat. Ça a été aussi simple que ça. Le jour où il m'a embauché à Combat, il m'a dit « Je ne te laisserai jamais tomber ». Eh bien, je ne connais pas grand monde qui dise une chose comme ça. L'homme était encore mieux que ce qu'il écrivait. Il y avait une chaleur, une gentillesse, une disponibilité. C'était un grand frère, quoi. Il y avait un lien très, très fort. Est-ce que Camus vous a parlé de sa relation avec sa mère, avec son oncle, comment il communiquait, avec des signes? Sur l'oncle, et sur la façon de s'exprimer, tout ça, j'ai un témoignage tout récent. C'est quelqu'un qui était un gamin dans les rues de Bellecour avec Camus, qui jouait au football avec lui, qui s'appelle Paul, et qui était c'était son copain, vraiment, quoi. Et à partir de l'âge de 18 ans, leurs vies ont divergé complètement. Ce Paul n'a jamais lu aucun livre de Camus. Et puis un jour, on lui dit « Mais tu sais, ça tire à des millions d'exemplaires ». Alors il était stupéfait. Et il s'est mis à écrire ses souvenirs sur Camus. Hein, et il les écrit à la deuxième personne, en lui parlant, quoi. Et il y a un moment où il parle de l'oncle. Et si vous permettez, je voudrais bien lire ce passage, parce que ça explique justement la difficulté de l'oncle qui est sourd, muet, sourd à demi-muet, quoi. Voici ce qu'écrit Paul, ce petit camarade de Camus. « Et ton oncle Étienne, sourd et presque muet, à qui tu apprenais à monosyllaber, à se faire comprendre autrement que par gestes, et qui t'adorait. Il m'arrivait de m'asseoir près de lui à une table du bar des messageries que tenait mon père. J'aimais bavarder avec lui, homme ô combien sensé et bon. Il me disait, en me serrant le bras dans sa main rugueuse de tonnelier pour que notre communion soit parfaite et que je ne perde pas un mot de sa confession. Alors ça, je ne sais pas imiter le langage de l'oncle, évidemment, vous m'excuserez. Polo, ne lâche pas Albert. Avec toi, il n'aura pas la grosse tête. Il se cognait le front. Ce n'est pas bon rien avec les intellectuels. Il est beaucoup intelligent, mais il faut qu'il est bon, honnête, qui aime les pauvres, les malheureux, les arabes, les amis, qui n'oublie pas sa mère. J'ai connu et beaucoup aimé un metteur en scène qui disait généralement à ses auteurs ou à ses acteurs « Écrivez ou jouez pour le seul imbécile qui soit dans la salle ». Et tel qu'il était, il ne voulait pas dire « Soyez bête ou vulgaire vous-même », mais « Parlez pour tous, quels qu'ils soient ». En somme, il n'y avait pas d'imbécile pour lui. Tous méritaient qu'on s'intéressât à eux. Mais parler à tous est dangereux. On risque toujours de viser trop haut ou de viser trop bas. Il y a ainsi des auteurs qui essaient toujours de s'adresser à ce qu'il y a de plus bête dans le public, et croyez-moi, ils y réussissent très bien. Et ceux qui espèrent s'adresser à la partie supposée intelligente du public, et ils y échouent presque toujours. À partir du moment, au contraire, où un auteur, sans cesser d'être ambitieux dans son sujet, arrive à parler à tous avec simplicité, alors il sert la vraie tradition de l'art, il rejoint le public directement, il unit dans la salle toutes les classes et tous les esprits dans une même émotion ou dans un même rire. Mais, soyons justes, seuls les plus grands y parviennent. Quand il dit la pauvreté est une forteresse sans pont-levis, il le dit dans Le Premier Homme. La surdité aussi, d'une certaine manière, puisque la société n'intègre pas ça. Et je pense que la plupart des gens, quand je dis que
est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire comme souffrance, et comme sentiment de trahison par rapport à sa famille? D'être non seulement dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, effectivement, où il y a plutôt des riches, et surtout où on écrit. Enfin, il a été à l'opposé. Et ça devait être... Il devait se sentir d'une certaine façon, je pense qu'il se sentait coupable par rapport à eux. Il avait le sentiment d'avoir abandonné sa maman. Mais ils étaient tellement proches quand papa est mort. Et 6 mois après, l'oncle Étienne est mort. Et 3 mois après l'oncle Étienne, ma grand-mère est morte. Il est beau, hein? Il est beau. Il est très beau, je trouve. Il est très, très beau. Quelque chose m'intrigue. De nombreuses personnes ont écrit sur Albert Camus et tous développent un certain point de vue, mais le mot « sourd » n'apparaît jamais. Comment ça se fait? On retrouve toujours le lien très fort avec sa maman, avec son oncle, mais le fait qu'il soit sourd n'est jamais évoqué. Pourquoi, à ton avis? Dès qu'on regarde un petit peu Albert Camus, en sachant son lien avec la surdité, on voit partout des allusions, une influence de la surdité, et personne ne la voit. Ça, c'est un peu étonnant. Ça veut dire que les sourds sont invisibles. Mais ça, on sait que les sourds sont invisibles. Hein. Ce qui caractérise les sourds, c'est leur invisibilité sociale. Des entendants qui sont proches des sourds, qui vivent avec des sourds. Alors moi, c'est professionnellement, je vis avec des sourds, mais je pense que les parents d'enfants sourds, eux, ils sont plus proches encore, parce que c'est dans leur famille, ils vivent avec des sourds. On partage, d'une certaine façon, le fait que les sourds soient mis en marge de la société. Et par exemple, moi je suis médecin et je suis un vieux médecin avec plein de diplômes et tout, puis on me dit je suis un peu le médecin des sourds. Enfin, c'est un espèce de sous-médecin. Et je pense que pour les parents d'enfants sourds, ils sont considérés comme une sous-parentalité un peu, quoi. Et comme Albert Camus est quelqu'un qui est un observateur et décrit la surdité, l'influence, l'importance du silence, etc. Et voir Albert Camus sous cet angle-là est intéressant, parce que ça veut dire que les sourds nous ont fait un cadeau. Ils ont fait un cadeau à Albert Camus nous fait un cadeau, parce que c'est un grand écrivain. Et voilà, et dire qu'il y a une influence des sourds dans l'œuvre d'Albert Camus, les sourds enrichissent la société. Mais personne ne le remarque, voilà. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre que c'est pas parce que ma grand-mère ne savait pas lire, qu'elle était analphabète, qu'elle était sourde et qu'elle parlait mal, c'est pas pour ça qu'elle était idiote ou demeurée. Ça, c'est quelque chose qui me révolte. Mais ça me fait souffrir pour elle, parce qu'elle était très intelligente, mais avec pas beaucoup de moyens d'expression. Et alors, il y en a qui parlent beaucoup, mais qui disent beaucoup de bêtises aussi, quand même. Recevoir et donner, n'est-ce pas après tout le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement? Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle.